Voici Charles Milliard. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines. Monsieur Milliard, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci, bonsoir. Très content de faire la rencontre de Charles Milliard. On a beaucoup de choses en commun. On magasine au même rayon. On est fous des pilules. Et sur le plan professionnel, on est des plans B. Bon, ben voilà, tout est dit. Belle présentation. Vous êtes devenu chef du Parti libéral du Québec il y a 3 semaines par acclamation. Vous êtes un militant libéral de longue date, mais vous n'avez jamais été candidat à une élection. Vous n'avez aucune expérience parlementaire et la plupart des Québécois ne vous connaissent pas. Je dirais que dans le contexte actuel, c'est quasiment un avantage. Mais en quoi pensez-vous être qualifié pour devenir un jour premier ministre? Ben, d'abord, je veux vous remercier. C'est un privilège d'ouvrir l'émission avec vous Je pense que oui. aujourd'hui. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis ça fait 22 ans que j'écoute l'émission, mais bref. Je pense qu'on est au début d'un nouveau cycle politique au Québec avec le départ de M. Legault, avec mon arrivée. Et je milite au parti depuis 28 ans et je pense que le renouveau dont le parti a besoin, j'en parle depuis plusieurs années. Et dans le mot renouveau, bien, il y a nouveau. Oui. Alors, je pense que d'avoir quelqu'un qui vient d'ailleurs, ça peut être positif. Évidemment, je suis nouveau en politique, mais je ne suis pas nouveau en économie, je ne suis pas nouveau en santé, je ne suis pas nouveau en éducation. Je suis pas nouveau en culture aussi, puis c'est les principales missions de l'État au Québec. C'est vrai que vous avez une photo de Robert Bourassa dans votre salon, dans votre bureau. J'ai une photo de Robert Bourassa et de Jacques Parizeau qui se donnent la main dans un événement en 87 et on voit une certaine complicité, je vous dirais, dans l'adversité entre les deux. Oui, il y avait du respect entre les deux. Effectivement, puis c'est ce que j'aimerais bien répliquer sans me prendre ni pour un ni pour l'autre. Les allégations sur le financement de la campagne de Pablo Rodriguez ont renforcé la perception d'organisation à l'éthique douteuse qu'on peut avoir du Parti libéral. L'UPAC et le directeur des élections enquêtent d'ailleurs sur votre parti. Comment pensez-vous passer du fling-flang au spick and span? C'est une excellente question, puis je vais vous dire que, comme plusieurs Québécois, je suis tanné puis un peu écœuré de cette étiquette-là aussi. C'est pas, j'arrive pas dans les conditions les plus idéales. C'est pas mon plan A, comme vous dites, mais je vais tout faire en sorte pour ramener le parti que moi je connais et pour lequel j'ai milité dans les 28 dernières années et pour lequel les dizaines de milliers de membres que j'ai côtoyés dans les dernières années veulent voir devenir une option crédible pour les Québécois. Alors, comment je vais faire? Bien, je vais amener ma propre personnalité, mes valeurs. Les militants du parti m'ont remis les clés il y a 3 semaines du parti. Alors, à partir de maintenant, ça va se passer à ma façon. Pour ce qui est des enquêtes de l'UPAC et autres, bien, écoutez, j'ai pris cette décision-là en toute connaissance de cause. Donc, j'arrive avec une grande fierté, mais une lucidité aussi. Puis je vais assurer l'intendance, puis je vais collaborer à toutes les procédures. Mais bien honnêtement, il est grand temps qu'on regagne la confiance des Québécois. Puis ça se regagne par ce que je vais proposer, l'équipe que je vais proposer, ce que j'incarne, les valeurs de probité, d'honnêteté que j'incarne, sans accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, parce que je n'ai pas toute l'information. Mais vous parlez de l'équipe, là, avec la marque libérale qui est entachée, il faut le dire. Avez-vous de la misère à recruter des candidats de prestige en vue des élections? Alors ça, j'ai très hâte de vous en parler dans les prochaines semaines, parce qu'on a fait la première investiture la semaine dernière, de façon égocentrique. C'était moi le premier. Donc, je vais être candidat dans la circonscription d'Orford. Je vais annoncer dès samedi, d'ailleurs, on va commencer à faire des annonces. Et il y a plusieurs personnes qui ont envie de porter les couleurs du Mais parti. est-ce qu'on peut avoir des noms et des noms? Bien, il y a plus de non NOM que de non NON en ce moment, je vais vous êtes dire. chanceux, ah oui? Bien, effectivement, puis je sais que tous les politiciens disent que le téléphone sonne puis que on est très populaire, mais j'ai très hâte de présenter l'équipe. Qui a refusé jusqu'à maintenant? Bien, vous. Puisque vous en parlez. Des initiales là, de gens qui ont accepté? Non, je n'embarque pas là-dedans, mais j'ai très hâte. Vous savez, la politique, hein, il y a un certain jeu d'échecs là-dedans aussi. Oui, il y a une séquence, alors. le timing, c'est important. Fait que ce soir, devant 1 million de personnes, c'est pas une bonne idée de dire ça. Ben voilà. Alors, prochaine question. On a tout compris. La firme Léger a publié vendredi un sondage qui révèle que votre parti se place presque nez à nez avec le PQ dans les intentions de vote. Comme je disais tantôt, c'est vraiment un plus de ne pas être connu, finalement. Alors, voulez-vous continuer l'entrevue ou on arrête ça là pendant qu'on n'est pas trop sûr? Non, écoutez, on va continuer. Je ne vous cacherai pas que c'est une source de motivation et de fierté pour moi que les Québécois recommencent à nous écouter. Mais honnêtement, avant que mes adversaires le disent, on a quand même beaucoup de chemin à faire encore chez les francophones, dans la région de Québec, dans les régions en général. Alors moi, je ne m'assois pas sur mes lauriers d'aucune façon. Mais écoutez, l'appétit que je vois arriver, bien, c'est sûr que ça me motive. Puis il est grand temps de
de se coaliser aussi là, pour les gens qui veulent avoir justement un Québec fort. On va sûrement parler à l'intérieur du Canada. Vous dites un appétit, est-ce qu'il y a un appétit pour vous ou c'est juste qu'on est en réaction contre certaines prises de parole de Paul Saint-Pierre Plamondon? Quel est l'effet, là? Est-ce que c'est l'effet X, Y, Z? Je ne le sais pas. L'effet dont je suis certain, par contre, dans le dernier sondage, c'est l'effet anti-CAQ. Parce que 72 des gens veulent un changement de gouvernement, pas seulement de premier ministre, qui est ce qu'on nous offre en ce moment, mais de gouvernement. Alors, ça sera aux autres partis à être bons pour incarner justement ce changement-là. C'est ce qui explique votre sourire? Bien, moi, j'ai le sourire facile. Des fois, on me le reproche, mais écoutez, je suis un happy camper, là. J'ai le sourire facile. L'une de vos premières décisions a été de ne pas réintégrer Marois Risky au caucus, elle qui a été la première à parler du fameux fling-flang. C'était une députée qui était très appréciée du public. Est-ce que l'équipe libérale est plus forte sans elle? Je dirais pas ça comme ça. C'est une décision très difficile. J'aurais aimé, encore une fois, ne pas avoir à prendre des décisions comme ça, mais on m'a tellement... On voulait que je prenne une décision rapidement. Je l'ai pris dans les 100 premières heures que je suis devenu chef du parti. Madame Risky, puis si elle nous écoute, je la salue. C'est une des meilleures parlementaires des dernières décennies au Québec. Alors, ce n'est absolument rien contre elle, puis je lui ai d'ailleurs expliqué la situation. Mais dans les derniers mois, il s'est passé tellement d'affaires et j'ai besoin d'avoir plus d'informations et de lumière sur les récents événements pour prendre cette décision-là. Alors, c'est vraiment pas facile, mais je souligne que son conjoint, Greg Kelly, est solidaire avec moi. Je lui ai donné un dossier important comme critique de l'énergie. Alors, pour l'instant, c'est la décision que j'ai prise. Qui pourrait changer éventuellement. Tout est possible. Écoutez, moi, je veux avoir plus d'informations. Jusqu'à présent, entre le moment de ma décision et ce soir, j'en ai pas. Mais l'émission n'est pas finie. L'émission n'est pas finie. Vous êtes en faveur d'une clause de droit acquis pour les immigrants admissibles au programme d'expérience québécoise, le fameux PEC. Oui. Mais concernant les seuils d'immigration, vous allez faire quoi? La première chose, c'est que le PEC fait l'unanimité pour son réinstallement, si on veut. Je pense qu'à part le ministre, tout le monde n'est pas mal d'accord. Effectivement. Alors, je pense qu'il est grand temps de changer. Moi, je continue de demander au premier ministre Legault, avant de partir, de changer ça. Je pense que le premier ministre Legault est capable parfois de reconnaître des erreurs et de faire des modifications. Alors, je lui demande ce soir de changer ça. Sur la question de l'immigration, malheureusement, c'est devenu un débat très populiste où tout le monde lance son chiffre, 30 000, 50 000, 100 000, 60 000. Et vous n'avez pas votre chiffre? Bien, moi, mon chiffre, c'est de m'asseoir avec le ministère de l'Immigration puis d'évaluer le potentiel d'accueil dans chaque région. Parce qu'en ce moment, on ne sait pas dans X, Y, Z région quel est le potentiel. Et ensuite de ça, quand on aura ces chiffres-là par région, on pourra dire au niveau politique, si on en veut 2 fois plus, 3 fois plus, voici les investissements qu'on va avoir à faire. Alors moi, je suis un peu blasé d'entendre tout le monde balancer le plus bas chiffre apparemment est le plus nationaliste, puis le plus haut est le plus multiculturaliste. Moi, j'embarque pas là-dedans. Si vous devenez premier ministre, allez-vous réembaucher les professeurs qui affichaient leurs signes religieux dans les écoles ou vous allez laisser ça comme ça? Bien, la façon dont vous posez la question, ça m'amène à parler de la loi 21. Moi, je pense que les gens veulent savoir ce que moi, je pense. Oui. C'est pour ça que j'essayais d'être neutre. Non, mais c'est bien. J'apprécie. En 2007-2008, on a eu une grande commission, Bouchard-Taylor. D'ailleurs, Françoise Danville, sur ce plateau aussi, en a parlé avec beaucoup d'éloquence. Ouais. Il y avait quelques coucous qui ont dit des trucs un peu salés, mais je pense qu'au global, c'était une belle réflexion. Et le consensus de la commission Bouchard-Taylor, à l'époque, moi, me plaisait comme citoyen. La CAQ a décidé d'aller beaucoup plus loin. La CAQ en a fait un outil politique important. Qui recueille l'appui de la majorité. J'en suis conscient. Mais moi, je pense qu'on a un jugement qui s'en vient en Cour suprême bientôt. Alors, je pense qu'il faut l'écouter. On en a eu un avant-hier sur un autre sujet. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention de toucher à ça. Je ne suis pas venu en politique pour ce dossier-là. Pour moi, je suis venu en politique pour l'économie, la santé et l'éducation. Mais je comprends que c'est un dossier qui est difficile et j'aimerais qu'on arrête de casser du sucre quand même sur les immigrants. Mais quand même, le dossier est là et le sujet est là. Vous allez devoir... Oui, tout à fait, il est là, puis je vais répondre présent. Puis moi, j'aime le fait que la Cour suprême se penche avant les prochaines élections. Ça va forcer tous les partis à être très clairs lors de la prochaine campagne. Parlant de la Cour suprême, elle vient de juger que les garderies subventionnées doivent admettre les enfants de demandeurs d'asile. Êtes-vous d'accord avec cette décision-là? Ou si vous devenez premier ministre, vous allez utiliser la clause dérogatoire? 2 choses là-dessus. Premièrement, je pense qu'humainement, c'est une victoire, mais je pense que politiquement, c'est un enjeu important. C'est une victoire parce qu'on est le 8 mars, donc c'est la Journée internationale des droits des femmes, vous le savez. On sait très bien, en tout cas, moi, je partage cet avis-là, que les familles qui n'ont pas accès à un service de garde, c'est largement les femmes qui sont discriminées. Et on sait aussi qu'aller au travail, c'est un outil de valorisation, de sociabilisation et financier important.
Ceci étant dit, politiquement, je comprends parce qu'il y a 30 000 enfants en ce moment qui sont sur les listes d'attente. On a accueilli une très large part des demandeurs d'asile par rapport à l'ensemble canadien. Et on a aussi besoin de plus de place. Et je le dis ce soir, puis ça va peut-être faire sourciller quelques personnes, mais il faut continuer l'œuvre de Pauline Marois. En 1997, l'instauration des CPE a quand même changé la face du Québec d'une certaine façon. Alors, il faut continuer à faire ça, mais la CAQ, dans les 8 dernières années, de toute évidence, n'a pas été capable de terminer les listes d'attente. Alors, moi, je ne suis pas fermé à utiliser la clause dérogatoire. On va faire une analyse de l'impact, sérieusement. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait une clause grand-père là aussi, parce qu'il y a 6 000 enfants en ce moment qui sont dans les garderies, qui sont des enfants de demandeurs d'asile, et eux n'ont rien demandé, là, et on ne va pas les instrumentaliser. Alors, aux politiciens qui, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, en 5 minutes, ont répondu très rapidement à des mesures plus populistes, moi, je n'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Vous vous êtes porté volontaire pour conduire l'autobus du non si le Parti québécois remportait l'élection et déclenchait une campagne référendaire, mais vous vous définissez plus comme nationaliste. Préférez-vous embarquer avec Bernard Drinville ou Christine Fréchette dans votre boss? Bon, premièrement, quiconque me connaît sait que je conduis très mal, donc ça ne serait certainement pas une bonne idée. Mais dans un deuxième temps, je ne veux pas conduire l'autobus, je ne veux pas faire partie du camp du non. Ce que je dis, le fait que j'ai parlé de ça, c'est une façon de respecter les Québécois, parce qu'à ce jour, le Parti québécois, depuis 2 ans, est en avance dans les sondages. Et son article 1 est clair, c'est de faire un référendum. Moi, je trouve ça clair, puis j'ai du respect pour ça, en passant. Ce que je dis, c'est que si un référendum, mais quiconque aspire à diriger le Québec doit être clair sur cette question-là. Il n'y a pas vraiment de zone de gris, là. On a longtemps cru une troisième voie. Les Québécois, de toute évidence, n'y croient pas. Alors, Mme Fréchette, M. Drainville, M. Duhem, à ce jour, n'ont pas été capables de répondre à cette question-là. Alors, moi, j'ai répondu clairement, mais dans un monde idéal, moi, il n'y en aurait pas de référendum, bien sûr. Mais vous allez conduire l'autobus du non, mais vous conduisez mal. C'est bon à savoir. C'est une belle honnêteté, par contre. Oui, oui. C'est quoi le nationalisme à la sauce Charles Milliard? Bien, c'est d'être fier d'être québécois, c'est de protéger la langue française, c'est de protéger la laïcité de l'État, c'est de vouloir que la nation québécoise vive, survive, prospère, que nos artistes se développent à leur plein potentiel. Moi, la culture, c'est une de mes 5 priorités. La seule différence, c'est que moi, je pense que la loi 96, il y a certains éléments de la loi 96 qui n'aident pas l'amélioration du français. Et c'est difficile à dire parce que la CAQ a réussi à nous faire croire que si on n'aimait pas tout ça, on était contre le français. Et c'est ça qui me dérange. Moi, je pense qu'on impose un fardeau administratif à des entreprises qui n'améliorent pas la qualité du français en ce moment. Et je pense que de demander aux immigrants d'apprendre le français en 6 mois, j'aimerais bien ça, là. Mais c'est pas réaliste. Si c'était si facile que ça, apprendre le français, on n'aurait pas un taux d'analphabète fonctionnel de 50 % au Québec. Alors, moi, je voudrais faire certains amendements là-dedans, mais je vais remplacer ça par des mesures de valorisation de la langue dans les écoles, dans les cours de francisation pour les immigrants. C'est pas normal qu'en ce moment, il y a des immigrants qui cognent à des portes de cours de français et qu'il n'y a personne qui répond. Et avec nos artistes, que je vais soutenir, je me fous pour qui ils votent, mais je vais les soutenir parce que la culture, les artistes, c'est la meilleure façon de faire la propagation de notre culture. Vous vous engagez à tenir des États généraux sur l'éducation. Oui. Vous allez faire quoi avec le financement? Contester des écoles religieuses privées? Parce que c'est un problème dont chaque gouvernement se débarrasse comme une patate chaude depuis presque 60 ans. Vous avez raison que ce n'est pas un dossier facile, puis je fais partie de ce groupe-là aussi maintenant comme politicien. Oui. Les États généraux, je vais vous répondre, les États généraux, pour moi, c'est crucial parce que ça fait 30 ans qu'on n'en a pas eu au Québec. Les derniers, c'était Jean Garon au Parti québécois qu'ils avaient lancé. Alors, on a besoin de se parler du cursus scolaire, primaire, secondaire, cégep. On a besoin de se parler de la formation professionnelle, de la formation des adultes. Oui, mais les écoles religieuses... Mais les écoles privées... religieuses, écoutez, moi, ma priorité en ce moment, c'est le respect du cursus scolaire. Moi, ce qui me... Il n'y en a pas. Bien, s'il n'y a pas de respect du cursus scolaire tel que demandé par le ministère de l'Éducation, il faut qu'il y ait des enquêtes et des réactions qui se fassent. Bien, d'où ma question depuis 60 ans. Bien, là, écoutez, je ne suis pas responsable des 50 ans. Non, je le sais, mais c'est que ça... moi, je pose cette question-là depuis 22 ans à tous les premiers ministres, à tous les ministres de l'Éducation, puis ils disent oui, on travaille là-dessus. Puis clairement, disons qu'au Parti libéral, il y a quand même beaucoup d'électeurs dans ces gens-là. Oui, mais ma réponse n'est pas teintée d'un clientélisme. Là, je comprends qu'on puisse penser ça, mais moi, ma priorité, que ce soit dans les écoles publiques, privées, religieuses, c'est qu'on respecte le cursus scolaire. Si on a des preuves que le cursus n'est pas respecté, il faut qu'il y ait des financements. Je suis d'accord avec ça. Je pense que ça va se trouver assez facilement. D'accord. La semaine dernière, sur ce plateau, nous avons parlé de la montée du discours misogyne et haineux
envers la communauté LGBTQ+, etc., dans nos écoles. Ouais. On vous voit souvent avec votre conjoint qui vous accompagne d'ailleurs ce soir. Est-ce que la situation vous surprend? Est-ce que la situation vous préoccupe? La situation me désole, la situation me préoccupe. Je vois une certaine régression et je pensais qu'au Québec, on était passé à autre chose. Ben oui. Moi, je souhaite être premier ministre du Québec, puis je souhaite faire de la politique. C'est une chose éminemment publique. Alors, on a pris la décision d'être seulement transparent là-dessus. Pour moi, c'est pas toute une histoire, puis c'est pas une nouvelle. Je comprends que ça puisse intéresser des groupes X, Y, Z. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Je vous dirais que pour chaque message, je ne veux pas faire de mathématiques, mais pour chaque message haineux que je pourrais recevoir, je reçois 25 messages de félicitations qui sont porteurs d'espoir. Puis s'il y a des jeunes femmes ou hommes qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans un parcours comme le mien, bien, grand bien leur face, puis je focus davantage là-dessus. On ne se lasse pas de parler ici du troisième lien chaque fois qu'on J'ai en vu a ça, ben l'occasion. Tout le monde égal, troisième lien pour tout le monde. Vous pensez qu'il s'en prend un pour assurer le développement de la Ville de Québec et de l'Est du Québec aussi? En terminant, comment vous pensez convaincre les membres de votre parti qui s'y opposent depuis 7 ans? Bien, c'est une preuve de leadership de changer une position traditionnelle du parti. Quand il y a un nouveau patron qui arrive, il y a des choses qui changent. Ça serait beaucoup plus simple, surtout sur un plateau comme celui-ci ou à Montréal, de vous dire que j'en veux pas de troisième lien. Mais je pense ça depuis très longtemps. Oui, je suis originaire de Lévis, mais j'ai pas Oui, bu mais le ça n'a Kool-Aid. pas rapport avec Montréal. Le pont Champlain sert à tout le monde Non, au non, Québec. mais écoutez... Le troisième lien va servir aussi. Mes amis de Québec vous diraient que ça passionne les gens à Montréal, mais là n'est pas le sujet. En fait, mon Ben, je pense que ça passionne plus les politiciens, parce que c'est vous autres qui en parlez. Bien, j'en parle. Oui, écoutez, j'en parle parce que moi, je pense qu'à terme, dans la capitale nationale, dans 10-15 ans, ça va prendre une boucle de circulation. Moi, j'ai de l'ambition pour la capitale nationale, pour l'Est du Québec. Ça coûte extrêmement cher. Mais le projet, il n'est pas ridicule. C'est la gestion du gouvernement qui est ridicule. On nous a promis un tunnel, un pont, un monotube, un bitube. Il y a à peu près juste un téléphérique qu'on ne nous a pas proposé. Alors, moi, je pense que le projet est encore porteur, mais puisqu'il est tellement cher compte tenu de l'état des finances publiques actuelles, moi, je propose qu'on ait un partenariat public-privé. S'il n'y a personne du privé qui est intéressé, on s'en reparlera, mais j'en doute. Ouais. Guy? Oui? Oui, bien, tu as commencé l'entrevue en disant on ne sait pas c'est qui, Charles Milliard. Ouais. On lit ça partout dans les journaux, on ne sait pas c'est qui. Alors, j'ai préparé un petit questionnaire pour apprendre à vous connaître. Ça s'appelle C'est qui ça, Charles Milliard? Alors, quelques questions, des réponses rapides de M. Milliard. Qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre sur vous, à part que vous aimez le curling, et c'est vrai d'ailleurs, Oui. autre chose que le curling. Bien, j'ai souvent dit que j'aimais les galas de lutte. De lutte? Oui, je trouve ça extrêmement drôle. Je trouve que c'est du théâtre extrême. Ça me fait bien rire. Puis apparemment, j'ai pas le profil d'un amateur de lutte. C'est quoi le profil? Il aime la lutte et le curling. Je pense que c'est winner. Ben, Ah oui? j'aime beaucoup d'autres choses. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup plein de choses. Mais bon, voilà. À quel moment vous avez été le plus fier d'être Québécois? Ah, mon Dieu. Écoutez, je suis toujours fier d'être Québécois. Pour moi, c'est... Si j'avais voulu faire de la politique fédérale, je serais allé C'est à pas une bonne Ottawa. réponse. Ça. Alors- Troisième question. Bon, ben voilà. Avec quelle personnalité québécoise aimeriez-vous souper? Mon Dieu, je vous dirais Diane Dufresne. C'est vrai? Diane Dufresne, pour moi, c'est une grande Québécoise. Elle n'est pas Je sais- jasante, par Non, exemple. je sais qu'elle n'est pas jasante, mais on pourrait prendre... Mais vous l'êtes pas mal, donc on va Oui, voilà, je pourrais compenser, mais c'est une des plus grandes artistes qu'on a eues. Vous avez une formation de pharmacien. À quelle pilule vous identifiez-vous le plus? Et mon Dieu. Ativant 2 mg, Viagra ou des Non. 222 avec codéine? Là, je suis obligé de prendre 222 par élimination, mais à dose très, très réduite. Il faut toujours trouver la dose minimale efficace en pharmacie. Voilà. Voilà, OK. on vous connaît J'aurais aimé mieux, qu'il y ait un Charles quatrième choix. Ça aurait été quoi, le Vitamine quatrième D, je sais pas, quelque chose comme Vitamine ça. D. Quelque chose de plus inoffensif. Oui, puis c'est bon pour le choix? Vous êtes soleil. inoffensif. C'est intéressant. Bon. Est-ce que vous restez avec nous? Oui, avec plaisir, parce qu'on va discuter de sujets très intéressants, je pense, ce soir. Ouais. Je crains que oui. Après la pause, Julie Le Breton.